Radio J, réponse sans tabou, Rafi Marciano. Bonjour à tous les auditeurs, soyez tous les bienvenus si vous nous rejoignez sur Radio J. Alors aujourd'hui, dans le cadre de notre émission des réponses sans tabou, nous allons dans quelques jours célébrer la fête de Pessah et on souhaiterait réfléchir à cette actualité, son message, son rituel. Que nous dit aujourd'hui ce texte de la Haggadah? Quelle actualité? Alors pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Franck Larosky. Bonjour. Bonjour. Alors Franck Larosky, vous êtes le doyen des études de l'Institut universitaire Elie Wiesel. Que représente aujourd'hui, Franck Larosky, la narration d'une histoire, d'un événement vécu il y a 32 siècles? Comment doit-on comprendre cette page à l'époque contemporaine? Quelle serait l'actualité de Pessah et de la Haggadah? Oui, je voudrais essayer de répondre à votre question, Rafi, avec ce que disait le regretté fondateur de l'État d'Israël, David Ben-Gurion. Il disait, quand chaque peuple a des événements fondateurs de la vie nationale. Les États-Unis, par exemple, on parle de Pilgrim Fathers, les pères pèlerins, qui sont venus d'Europe, dit-il, et qui ont cherché une terre nouvelle de liberté dans le nouveau continent. Et ils ont pris un bateau qui s'appelle, dit-il, le Mayflower. On parle beaucoup du Mayflower, et on se déguise souvent en Pilgrim Fathers à différentes occasions, mais, dit Ben-Gurion, il n'y a pas un Américain qui se rappelle la date où le Mayflower est arrivé au nouveau continent, la date où commence l'histoire de la nation américaine. Et pourtant, cela a eu lieu il y a à peine quelques siècles. Pourtant, dit-il, il y a un peuple qui se rappelle, année après année, la date exacte de sa libération qui a eu lieu plus de 3000 ans auparavant. Il n'y a pas donc une communauté juive, une famille juive qui ne se rappelle que c'est le 14 Nissan au crépuscule, le moment où commence le 15e jour du mois du printemps du mois de Nissan, la date anniversaire du moment où le peuple d'Israël va quitter l'esclavage, va quitter le royaume égyptien et va se lancer à travers le désert vers la terre promise. Autant dire que il y a dans le peuple d'Israël une conscience très forte, très intense, très profonde de l'importance de l'événement fondateur de Pessah. Alors, je rappelais tout à l'heure que vous êtes toujours le doyen de l'Institut universitaire Elie Wiesel, et d'ailleurs, qui porte le nom d'Elie Wiesel, mais ce dernier Elie Wiesel nous a raconté dans un texte sublime la célébration de Pessah, qui rejoint un peu votre analyse. La célébration de Pessah dans un temps, je dirais, de confinement, dans un temps de persécution. Mais quelle leçon Elie Wiesel a-t-il tiré de ce Pessah un peu confiné, un peu retardé dans les camps? Oui, c'est que Elie Wiesel nous signale, c'est que dans les moments les plus dramatiques, les plus traumatisants, les plus graves de l'histoire d'Israël, le peuple a toujours gardé l'espoir, l'espérance, la conviction d'un avenir meilleur. La Haggadah, c'est
l'espérance du peuple juif. L'Agada, c'est l'espérance du peuple juif parce que C'est comme ça qu'on doit le comprendre aujourd'hui. regardez la façon où cet Agada a été lu autrefois. Nous vivons à une époque de liberté aujourd'hui. Mais les Juifs ont pu lire cet Agada dans laquelle on disait, n'est-ce pas, Ata bene chorim, nous sommes maintenant des hommes libres, à une époque où ils n'étaient pas du tout libres, où ils s'étaient opprimés, où ils s'étaient soumis non seulement à la servitude, mais aussi à une domination étrangère très cruelle. C'est Elie Wiesel, évidemment, est un témoin privilégié de ce moment parce qu'il a connu ce qui était Pessah à l'époque de la persécution nazie, Pessah dans les ghettos, Pessah dans le camp de concentration, et pourtant, dans des moments les plus durs, les plus pénibles, les plus traumatisants de l'histoire d'Israël, il y avait l'espoir que l'avenir sera meilleur. Avant de rentrer dans l'exégèse du texte de la Haggadah, parce qu'il faut rappeler le Maharal de Prague qui nous disait qu'on peut comprendre une chose qu'à partir de son contraire. La Haggadah commence par une klala, elle se termine par une bracha. On va revenir sur le texte, mais vous n'avez pas tout à fait bien répondu à ma question du départ. Mais quel lien aujourd'hui, on peut se poser la question, quel lien y a-t-il, Franck Larowski, entre les acteurs de l'histoire antique, il y a 32 siècles, de cette page d'histoire, et entre nos ancêtres et nous-mêmes aujourd'hui? Et il est clair que il y a une relation très très profonde. En effet, l'histoire de l'humanité nous montre que la bataille contre l'oppression, la bataille pour la liberté des hommes est un combat permanent, est un combat éternel. Jusqu'aujourd'hui, on peut dire, certes, les Hébreux ne sont plus soumis à l'esclavage égyptien, mais l'oppression continue à exister dans le monde. Et nous sommes solidaires de tous les opprimés du monde, où qu'ils se trouvent. Ne les oublions pas au moment où nous célébrons Pessah. Oui, nous sommes libres, mais cette liberté a été gagnée après un combat très héroïque du peuple d'Israël, et le combat de l'humanité pour la liberté n'est pas achevé. J'entends Franck Larowski, mais en quoi leur vécu, je dirais même leur souvenir, nous concernerait, nous inspirerait aujourd'hui? Oui, il est clair qu'un peuple qui oublie son histoire, qui oublie son passé, n'a pas d'avenir. L'avenir, c'est la construction de la société. Vous dites qu'un peuple qui oublie son passé n'a plus de futur. N'a pas d'avenir parce que l'avenir, c'est la construction du rêve que nous avons eu dans le passé. Et quand nous oublions nos rêves, quand nous oublions tous les efforts que nous avons accomplis pour réaliser la libération du peuple, à ces moments-là, évidemment, nous négligeons, nous méprisons et notre histoire et notre avenir. Alors, comment comprendre, on va rentrer dans la Haggadah, comment comprendre aujourd'hui, Franck Larowski, le passage de la Haggadah, justement, qui relate la métaphore des 4 fils. Le Hacham, le sage, s'interroge sur le but recherché dans la libération et dans la sortie d'Égypte. Le Tam, le naïf, entre guillemets, désire simplement comprendre ce qui s'est passé. Mais le rachat, le méchant, se demande quel profit pourrait-il en tirer. Et enfin, c'est lui qui ne sait pas poser les questions. Alors, quelle différence aujourd'hui, quelle actualité de ces 4 enfants? Et les 4 enfants... Ces 4 dimensions. Ces 4 enfants représentent les peuples d'Israël à travers son histoire depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ils sont vivants parmi nous. Il ne s'agit pas de personnages mythologiques d'un passé lointain. C'est
effectivement la société juive et la société humaine de notre jour. Nous avons dans notre société des érudits qui vivent une existence de recherche inquiète, qui s'interrogent sur le fondement de la société dans laquelle nous vivons, sur les valeurs de la culture, c'est les Chacham. Car les Chacham, dans la tradition juive, les sages, n'est pas celui qui a les réponses, n'est pas celui qui a tout étudié, tout compris, tout assimilé, et vient nous expliquer les fondements, le contenu de notre histoire. Non. C'est celui qui sait poser des questions. Les Chacham est celui qui pose la très bonne question. Les Chacham est celui qui interroge, qui interpelle, qui demande. Ce qui définit la Chochma, la sagesse, c'est la volonté de savoir. Ce n'est pas le savoir en soi, c'est la volonté de savoir. C'est-à-dire l'effort de comprendre la nature des choses. Et ça, c'est précisément la définition du Chacham. C'est celui qui pose la bonne question. La question est importante. Et lui, il sait poser la question dans tous les aspects, dans tous les détails, parce qu'il s'intéresse à ce qui pourrait être la réponse à donner à notre histoire. Alors les 4 enfants, Franck Larouski, peuvent, les 4 coupes, je dirais, les 4 enfants, les 4 dimensions de l'histoire. Mais que vous inspire cette comparaison et ce message? Est-ce la pluralité, la fidélité ou la dignité dans la différence, comme le souligne le regretté Jonathan Sachs? Est-ce que c'est tout ça en même temps? C'est évidemment le fait des 4 enfants, c'est intéressant. C'est que quand nous lisons l'Agada, il ne suffit pas de nous de raconter quelles sont les paroles du Chacham, quelles sont les paroles du sage. Nous allons examiner quelles sont les attitudes de tous les enfants d'Israël, du sage, mais aussi du naïf, qui interpelle sans savoir très bien dans quelle direction parler. C'est aussi les paroles de celui que nous appelons Racha, qui est au fond non pas un individu maléfique ou malveillant, mais c'est un individu indifférent au sort de son peuple. Quelqu'un qui finalement parle du peuple d'Israël, non pas en disant « anachnu », nous, mais en disant « atem », vous, parce que pour lui, effectivement, le peuple est une entité étrangère. Il ne fait pas partie de ce peuple. Eh bien, quand il s'exclut lui-même. Oui, il s'exclut lui-même, c'est ce qu'on appelle Otsi et Atzmo Minaklal, il se sépare lui-même de la communauté, et c'est cela que la tradition juive appelle un rachat. Non pas, il n'a accompli aucune action négative, aucune action maléfique, rien de malveillant, mais la notion de rachat des méchants, c'est simplement le fait de se dire « je ne fais pas partie de votre peuple, je ne suis pas dans cette lignée, je ne suis pas dans cette généalogie ». On doit lire la Haggadah, Franck Larouski, dans cet état d'esprit. Il faut avoir la Haggadah dans cet état d'esprit, que quand nous lisons, nous devons nous rappeler que ce sont les mêmes paroles et les mêmes textes qui ont été lus il y a 50 ans par nos grands-parents, il y a un siècle par nos ancêtres. Il y a 32 siècles. Et cela, ça remonte jusqu'à l'Antiquité. Comment se fait-il que des paroles éternellement identiques puissent avoir des significations à chaque fois différentes? Oui, parce que chaque fois nous découvrons dans les paroles de la narration de la sortie d'Égypte des dimensions inédites, des dimensions originales, et nous découvrons effectivement ce que d'année en année nous n'avons pas vu encore.
Alors, donc là, Haggadah, c'est toujours une espérance, une redécouverte aussi de l'histoire juive, sa dimension. Mais l'idée, la matzah, le maror, tout ça, c'est des symboles qui nous parlent aujourd'hui. Oui, effectivement. Dans la mesure où, quand nous parlons de ces symboles, il faut savoir que la matzah, les herbes amères, les marors, le vin, yaïn, et ainsi de suite, ce n'est pas de la gastronomie, n'est-ce pas? Ce n'est pas de la gastronomie juive, ni de la gastronomie européenne, ni de la gastronomie orientale, ni de la gastronomie universelle. Ce n'est pas de la gastronomie du tout. Nous ne sommes pas ici dans simplement la festivité matérielle. Ce sont des symboles du passage de l'oppression à la liberté. Et à chaque fois, ces éléments-là viennent nous rappeler le passage très difficile, très complexe, qui conduit de l'asservissement dans lequel vivaient les peuples d'Israël et qui conduira finalement vers l'entrée en terre promise. Alors, la Haggadah, Franck Larosky, nos sages nous rappellent que on doit se positionner comme si nous étions nous-mêmes sortis d'Égypte. Cette idée de nous-mêmes, est-ce que c'est une réalité aujourd'hui quand on lit la Haggadah? Oui, c'est tout à fait la réalité, parce que toute l'histoire juive, jusqu'à aujourd'hui, c'est une éternelle situation dans laquelle nous sommes dans le danger de l'oppression et dans l'espoir de la libération. Interrogez vos parents, interrogez vos grands-parents, et ils vous diront beaucoup de choses sur des moments d'oppression, de danger, de persécution que le peuple juif a connu, non pas il y a 3000 ans, mais il y a à peine 30 ans ou 40 ans. Alors, Franck Larosky, Veshinanta Levanecha, et tu raconteras à ton fils, c'est l'idée de provoquer le questionnement. Parce que, en réalité, dans le judaïsme, c'est pas la réponse qui est importante, c'est toujours la question. Il en raconte cette petite histoire dans une yeshiva, un élève qui se balade, il dit, j'ai les réponses, mais qui c'est qui a la question? C'est cette idée-là, dès lors qu'on comprend la problématique d'un texte, qu'on rentre dans le texte et qu'on en extrait sa substance, c'est ça la Haggadah. C'est de dire, mais les 4 enfants sont représentés aussi d'une altérité et aussi d'une dimension de 4 dimensions, c'est-à-dire le peuple juif, c'est pas l'unicité, c'est l'unité plurielle. C'est effectivement l'unité dans la différence, dans les divergences, dans l'altérité. Ce n'est pas une unité totalitaire, monolithique, uniformatrice. C'est l'unité de ceux qui ont vécu des histoires parallèles et différentes et qui se retrouvent autour de la table du Seder. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut respecter le juif pratiquant, le juif non pratiquant, le juif athée, c'est-à-dire ils font partie du peuple juif. Effectivement, donc là c'est extrêmement important. Le peuple juif n'a jamais connu un tribunal de l'Inquisition. Le peuple juif a été persécuté par l'Inquisition, mais n'a jamais formé un tribunal de l'Inquisition. Il y a toujours eu la conscience du fait que nos frères sont nos frères, quelle qu'il soit leur trajectoire ou leur conviction. Personne, aucun juif n'a le droit, selon vous ce que vous dites, n'a le droit de porter un jugement de valeur sur son prochain, sur sa pratique religieuse, sur sa condition. Mais l'idée première de nos hachamim, et dans la Haggadah, c'est l'unité du peuple juif. Oui, effectivement, il y a l'unité du peuple juif, c'est aussi la reconnaissance du fait que, quelles qu'y soient les divergences, et quel que soit le style de vie de chaque famille juive, nous sommes tous unis en raison des 3 facteurs clés. D'une part, nous avons tous un passé commun. Ce passé commun est le passé du peuple d'Israël tout entier.
La sortie d'Égypte, ce n'est pas les Juifs européens, ce n'est pas les Juifs nord-africains, ce n'est pas les Juifs latino-américains, c'est les Juifs. La sortie donc le passé du peuple juif, c'est notre histoire commune. Le deuxième élément, c'est notre présent. Aujourd'hui, les défis du peuple juif ne sont pas les défis de tel ou tel groupe, de telle ou telle société juive, c'est les défis du peuple d'Israël tout entier. Les dangers sont les dangers du peuple d'Israël tout entier. Les réussites sont les réussites qui vont avoir un effet sur le peuple d'Israël tout entier. Nous vivons un présent commun. Et troisième élément, c'est l'espoir d'un avenir commun. Nous ne pouvons pas réfléchir comme si à l'avenir, nous aurons des trajectoires séparées, différentes, divergentes. À l'avenir, nous serons encore tous réunis et la table du Seder est le symbole de cette permanence. À l'avenir, donc, demain, nous serons encore unis. Et la Haggadah, c'est le ciment et le lien entre tous ces Juifs. Oui, la Haggadah, ça représente précisément la conscience de l'histoire commune. C'est la passerelle entre chaque Juif. C'est la passerelle entre chaque Juif, nécessairement. Est-ce que vous pensez, Franck Klarowski, qu'aujourd'hui, nous savons lire la Haggadah? Non. Nous ne savons pas lire la Haggadah. Nous ne pouvons pas imaginer la connaître parfaitement. Dans nos maisons, nous avons beaucoup de commentaires de la Haggadah. Les commentaires, par exemple, du Maharal de Prague, du Gaon de Vilna, les commentaires plus modernes, comme celui d'Elie Wiesel, Maïmonide. De Maïmonide encore, ou encore les commentaires du XXe siècle, ceux de Jacob Grunwald, d'Adin Steinsaltz, d'Elie Wiesel. Il y a un texte fabuleux du grand rabbin Shalom Messas, Zichron Livracha, il raconte l'idée de ce passage très troublant de nos sages étaient en train d'étudier jusqu'à ce que leurs élèves, leurs disciples viennent leur dire Diazman Shel Kiryat Shema, c'était le code pour dire attention, les Romains arrivaient. C'est troublant comme passage. Oui, ces rabbins étudiaient quoi pour être à ce moment-là? Et on peut se demander quelle pouvait être précisément la nature de leur étude. Ils s'étaient enfermés dans une sorte de cave obscure, loin du regard de tous les espions au service de l'Empire romain. Mais justement, le grand rabbin Shalom Messas disait qu'en réalité, ils avaient atteint un tel degré d'étude qu'ils avaient atteint le summum de la mystique près de Dieu. C'était ça, une des comparaisons. Une des comparaisons, et c'est donc Sayu Mesaprim al Yetziat Mitzrayim Koloto Alayla. Ils étudiaient, ils racontaient la sortie d'Égypte toute la nuit. Il est évident que nous ne pouvons pas prendre ces mots à la lettre. Il ne s'agit pas d'étudier simplement la sortie d'Égypte. Quand les 4 sages étaient réunis, il s'agissait vraisemblablement de réfléchir à la prochaine sortie d'Égypte. Alors, la semaine prochaine, on va célébrer le Seder dans toutes les communautés juives de la planète. Qu'est-ce que vous auriez dit, le dernier mot à nos auditeurs, à tout le monde, le dernier sens de la Haggadah? Quelle attitude avoir? Et nous devons, nous, Juifs, être conscients du fait que nous vivons dans un monde qui n'est pas libéré. Nous vivons dans un monde où il y a de l'oppression. Et nous devons être solidaires de tous les peuples opprimés, de tous les peuples menacés dans leur existence, dans leur liberté, dans leur nature même. Et quelle qu'y soit la société, la culture de ce peuple, nous devons considérer que ce sont nos frères humains et l'expérience de la Haggadah doit nous ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a un combat pour la liberté à mener en permanence. Professeur Franck Klarowski, merci de cette émission de très haut niveau. Merci d'être venu. Je rappelle que vous êtes le doyen des études de l'Institut universitaire et à très bientôt. À très bientôt et Chag Sameach
Moadim le Simcha.